Renaud Legois, donc je suis professeur à l'Université Paris Diderot, UMR Géographie-Cité, et membre du LABEX. Mes travaux portent principalement sur des questions de dynamique métropolitaine, sur des terrains qui sont relativement variés, Californie du Sud, la région de Los Angeles, un peu la région de New York et depuis plusieurs années des travaux sur les marges de l'Île-de-France. Et donc l'essentiel de mon activité de recherche porte sur des analyses du secteur du logement et des catégories d'habitat dans le périurbain et sur les franges métropolitaines. Et en particulier les questions qui tournent autour de l'habitat pavillonnaire résidentiel et de la morphologie suburbaine qui est celle du lotissement. Sachant que voilà, l'une de mes entrées principales de recherche consiste à analyser la question du lotissement. Lors de mes travaux en Californie, j'ai pas mal travaillé avec deux collègues, Éric Charme et Stéphane de Goutin notamment, et on a été amenés tous les trois à plusieurs reprises à venir faire du terrain dans ce coin d'Île-de-France, Marne-la-Vallée, Magny-le-Hongre, Bailly-Romainvilliers, parce qu'on observait des processus, des formes qui se rapprochaient de celles qu'on pouvait observer en Amérique du Nord, pour plusieurs raisons. Les formes de production des lotissements sont identiques, sont les mêmes. On retrouve les dispositifs classiques de la banlieue romantique, des rues en boucle, des rues en impasse, qui se calent sur les théories de la prévention situationnelle ou du crime prevention through urban design, donc le fait que l'aménagement, les modalités d'aménagement et d'urbanisme ont une influence sur la surveillance des espaces publics et la prévention notamment de la petite délinquance et des risques de vol et de délinquance au domicile, protection des biens et des personnes. Et donc on retrouvait des formes identiques d'enclaves, de boucles, d'impasses, associées à des formes de fermeture de l'espace, fermeture partielle, fermeture complète. Et donc il y avait donc un parallèle morphologique qui permettait de vérifier un certain nombre d'hypothèses que je travaillais sur les gated communities aux États-Unis et qui permettait également d'être travaillé dans cette région d'Île-de-France sur la sécurisation des espaces résidentiels notamment, l'entre-soi, l'homogénéité sociale de ces quartiers. On a des opérateurs qui contribuent au transfert, à l'adaptation, à la renégociation de modèles d'urbanisme qui peuvent être des modèles d'urbanisme nord-américains transposés en Europe et en France, ou qui peuvent être, et c'est en fait le cas, c'est ça qu'on observe, des modèles d'urbanisme qui doivent être compris dans une espèce de dialogue entre des conceptions de l'urbain européen, des conceptions de l'espace public, de l'espace privé européen et des conceptions de l'urbain nord-américain, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait les modalités de construction de ces lotissements sont issues depuis la fin du 19e siècle de lents processus de transfert des modèles de l'Europe vers les États-Unis, le romantisme, le rapport à la ville et au romantisme, la construction d'un habitat individuel proche de la nature qui a été transféré en Amérique du Nord, les concepts de copropriété et de parcs résidentiels, de domaines résidentiels qui ont été transférés d'Europe en Amérique du Nord et qui sont revenus progressivement sous la forme de produits destinés aux classes moyennes supérieures dans les années 60-70, les nouveaux villages et plus récemment ici, dans les années 90 et 2000, sous la forme de lotissements planifiés. Non, je ne connais pas, enfin, non, je crois qu'il est dans celui de Sophie. Très bien. Je t'embrasse. Moi, je suis sur le terrain, là, je suis sur le terrain avec le LABEX. Allez, il y a des terrains qui parlent et des terrains qui ne parlent pas.
Un terrain qui parle en sciences humaines et sociales, c'est un terrain qu'on peut aborder comme un ethnologue, comme un anthropologue. C'est un terrain dans lequel on peut être amené à conduire des entretiens. Dans un terrain qui ne parle pas beaucoup comme celui-là, vous voyez qu'en journée, en semaine, 2 jours, on croise peu de gens, à part des employés de maison, du personnel de maison. Et donc, ce qui compte ici sur le terrain, c'est une appréciation du milieu, une appréciation des distances, une observation des ambiances, une observation des sites et une connaissance fine du bâti. Et cette connaissance fine du bâti, de la typologie des maisons, de la typologie des lotissements, de la typologie des fronts de contact, qu'est-ce qu'on a à côté d'un lotissement comme type d'espace naturel, d'espace vert, nécessite le parcours de ces lotissements un par un, de manière à acquérir une compréhension très fine des types de bâtis, de leur vieillissement, des systèmes d'infrastructures qui sont associés et qu'on ne peut pas avoir simplement par l'observation d'une photographie satellite sur Google. Ce sont des éléments sur des détails qui ne peuvent se saisir que lors de l'arpentage de ces lotissements les uns après les autres. Arcueil Cachan, donc on en avait vu 2, on avait parlé de 2 villas la semaine dernière. Vous y retournez quand? Probablement la semaine prochaine. Semaine prochaine? D'accord. Ouais, le matin? Je pense. Ouais. On fait ça. Je vous propose qu'on avance un petit peu. On a une ambition qui est pour les Master 1, donc les étudiants qu'on suit là, qui sont membres d'un groupe d'une promo de 70 étudiants. C'est une formation sur la démarche scientifique en géographie. Et donc c'est un module qu'on dispense à Paris Diderot au premier semestre du Master 1, avant que ces étudiants partent en stage faire un rapport de stage ou partent faire un mémoire avec en général un déplacement sur le terrain ou un déplacement à l'étranger. Et donc l'objectif, c'est de raccrocher 4 éléments fondamentaux de la démarche scientifique. Le premier qui est d'apprendre à poser une question scientifique, apprendre à s'insérer dans des débats, dans des questions vives de la recherche. Ensuite, ce module porte sur le terrain. Donc c'est ce qu'on fait ces jours-ci, où les étudiants, pendant 5 journées, doivent développer des propositions méthodologiques, des propositions de terrain, en vue de mener une enquête. Dans un troisième temps, les mêmes étudiants seront formés à une démarche d'écriture scientifique, de formulation de leurs hypothèses, de leurs résultats, et en parallèle, on les forme à la démarche documentaire, se construire un corpus documentaire, construire un corpus de sources qui viennent compléter l'ensemble des travaux, des observations, des relevés, des enquêtes de terrain. C'est Jean-Marie Théodac qui disait en substance, à défaut d'avoir des ailes, on prend un vélo pour pouvoir parcourir un terrain un peu vide. Bon voilà, j'ai de la chance d'avoir des ailes. Donc ça me permet d'embrasser du regard en fait, tout simplement. C'est-à-dire que bon, je travaille sur les franges périurbaines, suburbaines. Ça a l'avantage d'être des zones relativement faciles à survoler et aussi où les distances à parcourir sont très grandes. Et donc ça me permet assez aisément d'embrasser la distance, d'embrasser du regard, de prendre en compte visuellement les discontinuités, la fragmentation, et donc de connaître un peu les contours de cet urbain fragmentaire avec une autre expérience sensible que l'expérience du terrain à pied ou l'expérience du terrain en voiture, une autre expérience sensible. Et c'est quelque chose qui n'est pas fondamental.
C'est juste un plus, quelque chose qui permet de changer le regard, de déporter un peu le regard sur mes objets de recherche, tout simplement parce que au fur et à mesure des vols, ça m'a permis de construire avec les copains que j'ai emmenés, les collègues que j'ai emmenés, un espèce de catalogue de photographies dans lequel je pioche quand j'ai besoin pour illustrer tel ou tel phénomène en cours par exemple. Et ce sont des photographies originales, ce sont des photographies personnelles qui racontent une histoire. Et au fond, par rapport à la masse de documents qu'on aurait dans Google Earth par exemple, où on voit du ciel, mais c'est une vue du ciel où on ne connaît pas l'horaire, on ne connaît pas les conditions de prise de vue, il faut retrouver la date par documentation. Voilà, les photographies aériennes que j'ai prises ou qui ont été prises par mes passagers sont des choses vraiment super intéressantes parce que chacune raconte une histoire, elle raconte un jour, elle raconte un vol, elle raconte un trajet, elle raconte un projet en allant à destination. Et comme toutes les photographies qui racontent une histoire, il y a à la fois une histoire de l'ordre du privé évidemment, et une histoire de l'ordre de mon regard de géographe dessus parce qu'à chaque fois j'ai vu quelque chose. J'ai vu tel lotissement que finalement j'ai voulu aller visiter ensuite sur le terrain, ou tel quartier comme Bussy-Saint-Georges par exemple que j'ai vu construire pendant toutes mes années de formation aéronautique, que j'ai vu construire et se développer. C'était très très amusant, vol après vol, de voir ce quartier se développer vu d'en haut, quasiment au jour le jour. Voilà. C'est une question de regard, c'est une question de perception, c'est une question de raconter une histoire sur la ville avec un caractère sensible qu'on n'a pas forcément quand on est au ras du sol et que ce sont des zones très basses.